Lecture des lettres de Sénèque à Lucilius. Lettre 9. Eu égard à la complexité ainsi qu'à la longueur de cette lettre, celle-ci est scindée en deux parties. Partie 1. Épicure était-il bien fondé à censurer, comme il l'a fait dans une de ses lettres, ceux qui soutiennent que le sage se suffit à lui-même, partant qu'il n'a pas besoin d'amis? Voilà ce que tu désirerais savoir. En formulant cette critique, Épicure vise Stilpon et généralement les théoriciens qui ont identifié le souverain bien avec l'état d'une âme impassible. L'équivoque est inévitable. Si, voulant traduire prestement le terme grec apatheia par un équivalent unique, nous écrivons impatientia. Il se pourra que l'on entende le contraire de ce que nous voulons indiquer. Nous voulons dire répugnance absolue à sentir la douleur, on comprendra, inaptitude entière à patienter avec elle. Vois donc s'il ne serait pas mieux de dire une âme invulnérable ou encore une âme inaccessible à la souffrance. Voici ce qui nous sépare du groupe de Stilpon. Notre sage surmonte à la vérité toutes les disgrâces, mais il y est sensible. Le leur ne les sent même pas. Un point commun entre eux et nous, c'est que le sage se suffit à lui-même. Toujours est-il qu'il désire avoir un ami, un proche voisin, un camarade, quelque ressource qu'il trouve en lui. Une preuve qu'il se suffit fort bien à lui-même, c'est que, dans certains cas, il se contente d'une partie de lui-même. Si la maladie, si la guerre lui retranche une main, si quelque accident lui décroche un œil ou même les deux yeux, il sera satisfait de ses débris. Dans un corps estropié, mutilé, il aura l'humeur aussi gaie qu'au temps où ses membres étaient intacts. Toutefois, s'il ne marque pas de regret pour ce qui se trouve lui manquer, il préférerait que cela lui manquât point. Le sage se suffit, ce qui n'implique pas qu'il veut, mais simplement qu'il peut vivre sans un ami. Et mon il peut revient à dire la perte d'un ami ne trouble pas sa sérénité. Au demeurant, il ne sera jamais sans un ami, car il peut en trouver un autre aussi promptement qu'il voudra. Phidias, s'il perd une statue, en fera sur-le-champ une autre. De même, le sage, maître ouvrier dans l'art de l'amitié, ne laissera pas la place vide. Mais comment se fera-t-il promptement un ami? Je le dirai si tu admets qu'en te payant tout de suite, je ne te devrai plus rien, et qu'avec cette lettre-ci, nous sommes quittes. Hécaton déclare: je te révélerai un secret pour te faire aimer, sans filtre, sans herbe, sans incantation de magicienne. Aime, et l'on t'aimera. Or, ce n'est pas seulement la pratique d'une amitié ancienne et sûre qui comporte de grands plaisirs. C'est le moment initial, c'est l'acquisition d'une amitié nouvelle. Entre celui qui s'est acquis un ami et celui qui va l'acquérir, il y a la même différence qu'entre le laboureur qui récolte et le laboureur qui sème. Le philosophe Attal répétait que l'on trouve plus de charme à se faire un ami qu'à l'avoir tout fait, de même que l'artiste trouve plus de charme à exécuter sa peinture qu'à l'avoir exécutée. L'activité inquiète qu'il absorbait dans son œuvre ne va pas sans une immense joie liée à cette activité même. L'impression n'est pas aussi délicieuse quand la main de l'ouvrier a posé la dernière touche. À cette heure, il jouit du fruit de son art. Il jouissait de l'art même
tandis qu'il peignait. L'adolescence porte chez nos enfants des fruits plus riches. Leurs premiers ans ont plus de douceur. Revenons à notre propos. Le sage, encore qu'il se suffise, n'en désire pas moins un ami, ne serait-ce que pour exercer l'amitié, pour ne pas laisser languir une si grande vertu. Il ne cherche pas, comme Épicure le disait dans la lettre susmentionnée, quelqu'un qui veille à son chevet en cas de maladie, qui le secourt dans les fers ou dans l'indigence. Il cherche quelqu'un afin de veiller lui-même à son chevet de malade, afin, s'il le voit pris dans la mêlée, de le sauver lui-même des géoles ennemies. Viser à soi et s'engager dans une amitié avec cette arrière-pensée, erreur de calcul. L'entreprise finira comme elle a commencé. Cet homme s'est fait un ami pour avoir quelque jour un libérateur qui le préservera des fers. Au premier bruit de chaîne, plus d'amis. Ce sont là des amitiés qu'on appelle dans le monde liaisons temporaires. L'homme dont on a fait le choix pour en tirer des services cessera de plaire du jour où il ne servira plus à rien. De là, ce flot d'amis campés autour des brillantes fortunes. Mais après la faillite, c'est la solitude. Les amis s'esquivent des lieux où on les passe à l'épreuve. De là tous ces scandales, amis abandonnés, amis trahis, toujours par peur. Il est inévitable que la fin s'accorde au commencement. L'intérêt a fait de celui-ci votre ami. L'intérêt fera qu'il cessera de l'être. Il sera sensible aux avantages qu'on lui offre pour desservir l'amitié, s'il est sensible dans l'amitié à quelque avantage en dehors d'elle-même. Quel est donc mon but en me préparant un ami? C'est d'avoir quelqu'un pour qui je puisse mourir, quelqu'un que je suivrai en exil, que je protégerai de ma personne, au salut de qui je dévouerai mes jours. Quant aux relations que vous présentez, je n'appelle pas amitié, mais trafic pur, ce qui est tourné vers l'intérêt, ce qui envisage des bénéfices à obtenir. Sans aucun doute, il y a ressemblance entre l'amitié et l'amour. Nous dirons même de l'amour qu'il est la folie de l'amitié. Or, qui supposera que l'on devienne amoureux pour le profit, dans une vue d'ambition ou de gloire? C'est la passion qui, usant de ses seuls moyens et indifférente au reste, soumet les cœurs au tout-puissant attrait de la beauté, non sans un espoir de réciprocité dans la tendresse. Et nous admettrions qu'un principe moralement plus pur produise une affection ignoble. Il ne s'agit pas ici, dis-tu, de savoir si l'amitié doit être recherchée pour elle-même. Bien au contraire, c'est le point qu'il faut avant tout établir. Si, en effet, elle doit être désirée pour elle-même, celui-ci peut s'approcher d'elle, qui trouve en lui-même son contentement. Et comment s'en approche-t-il? Comme on s'approche d'une chose parfaitement belle, sans l'appât d'un profit, sans trembler à l'idée des caprices de la fortune. C'est dépouiller l'amitié de sa naturelle majesté que de se la ménager en vue des occasions heureuses. Le sage se suffit. Cette maxime, mon cher Lucilius, est interprétée à faux le plus souvent. On repousse de partout le sage, on le force à rentrer dans sa peau. Cependant, il importe de déterminer le sens et la portée de cette déclaration. Le sage se suffit pour vivre heureux, non pour vivre. Il a besoin, pour vivre, de ressources multiples. Pour bien vivre,
Il faut seulement une âme saine que le sublime attire et qui méprise la fortune.